toxiques qui restent dans la cellule. Ensuite, il va attaquer les cibles intracellulaires et le message des lésions dans le signal de transduction pour arriver au noyau, donc pour tuer la cellule. Et ensuite, il y a un ordre de mort cellulaire qui est donné. Entonces, ¿cómo funcionan los medicamentos citotóxicos? Primero, entonces, primero tienen que entrar dentro de las células por unas bombas de flujo y que pueden también extraerse. Las células, si no son receptivas, pues las extraerán. Es difícil de tratar las células cancerosas. En segundo lugar, habrá una activación o una inactivación y habrá enseguida unas cadenas en las que la molécula va a actuar en las dianas intracelulares, va a enviar unos mensajes de lesión y esto va a desencadenar la apoptosis de la célula cancerosa. Bon, ça, ce sont les nouvelles thérapies ciblées. Maintenant, on en est à une vingtaine sur le marché, mais vous connaissez l'Herceptine pour le cancer du sein, l'Avastin, ça doit être pareil, le même nom, ou Bevacizumab pour les anti-angiogéniques, c'est les plus représentés. Le Sutent, le Nexavar, ce sont les anti-VEGF, Sorafenib, Sunitinib, tout ça c'est pour le cancer du rein. Mais ce qu'il faut connaître, c'est quand vous voyez des noms, les gens c'est par comprimé, la plupart de ces thérapies. Tout ce qui se termine en MAB, c'est américain, tout ça, ça veut dire monoclonal antibodies, ça veut dire anticorps monoclonaux. Donc c'est les anti-angiogéniques, anti-HER2 en général. Ça induit l'apoptose. C'est une toxicité cardiovasculaire importante et cutanée. Il peut y avoir des résistances primaires ou acquises justement sur des mutations de leur cible, sur le récepteur, que ce soit le VEGF, le GF ou le KRAS. Tout ce qui est en inhib, ça veut dire inhibiteur, c'est sorafenib, imatinib, comme le Glivec par exemple. Ça veut dire inhibiteur de tyrosine kinase, qui sont des récepteurs extramembranaires. Il y a beaucoup de variabilité pharmacocinétique interindividuelle qui favorise les interactions médicamenteuses qui seront à connaître pour traiter les gens en complémentation. Ça donne une toxicité cutanée, beaucoup de diarrhée et aussi pensez à la thyroïde, ça peut donner des hypo, des hyperthyroïdies. Et d'autres thérapies ciblées qui sont beaucoup à l'honneur en ce moment, notamment le cancer du sein. Tout ce qui est en IMUS. IMUS, c'est les inhibiteurs de la voie mTOR. Everolimus, Temsirolimus, c'est un anti-angiogénique, mais qui est assez drastique. Diarrhée, insuffisance rénale, beaucoup d'effets secondaires. Ça veut dire, pas parce que c'est par comprimé, que c'est moins toxique que la chimio. En plus, c'est en continu. Dans le sein, par exemple, actuellement, en 3e, 4e phase, on donne des anti-aromatases avec les Verolimus pour des patients qui ne répondent plus aux anti-aromatases. Peut-être que j'en ai mis trop, ça va durer trop très vite. Ça va être un peu dur. Alors, entonces os hará en la diapositiva anterior simplemente un resumen de las nuevas terapias Diana. Hay unas 20, Alan destacaba el Bevacizumab, el Sorafenib, Sunitinib, el Trastuzumab. Entonces en esta diapositiva veis que los sufijos de los nombres de estos medicamentos dan una idea de su actividad farmacológica. Los que acaban en MAB son anticuerpos monoclonales según el nombre inglés de monoclonal antibody. Entonces tenemos aquí que son, a destacar el Bevacizumab, un antiangiogénico, el Cetuximab, que es un anti-HER2. Son inductores de apoptosis, tienen una toxicidad importante cardiovascular y cutánea y pueden desarrollarse resistencias primarias o adquiridas. También hay mutaciones que resultan que son muy frecuentes en estos factores sobre los que actúan. Por otro lado tenemos los inhibidores de las tirosinas quinasas que terminan en INIB y se dan por vía oral. Estos tienen receptores de membrana y hay una gran variedad no intramembranarios. Los receptores de INIB de la tirosina quinasa dans la célula, en la célula. Hay interacciones medicamentosas y entonces se tiene que tener cuidado con la complementación y también con problemas de toxicidad tiroide que puede presentar hipo o hipertiroidismo.
Por último, los que terminan en IMUS, que son inhibidores del receptor de membrana mTOR, se usan en el cáncer de mama. Son moléculas muy tóxicas con muchos efectos secundarios a pesar de que se toman por vía oral, feroz, y se toman en continuo. Se están usando en cáncer de mama en tercera o cuarta línea de tratamiento cuando hay una resistencia a las antialomatasas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les patients qui ont ces traitements conventionnels et qui sont très compliqués maintenant parce que ce sont des thérapies ciblées avec la chimiothérapie, souvent de façon séquentielle, et donc parfois à quel moment on peut intervenir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ayudar a estos pacientes con tratamientos convencionales bastante complicados, ya que se combinan también quimioterapias con terapias diana? Alors, en phytoaromathérapie, de la détoxication hépatique et rénale, il y a une première règle à ne pas déroger. On ne fait pas de détoxication après une cure de chimiothérapie, de suite après. Compte tenu du fait que je vous ai dit que la demi-vie des cytotoxiques peut durer jusqu'à 6 à 8 jours. Et la règle 2, par contre, il faut recommander effectivement une détoxication hépatique avant la cure de chimio, ce qui n'est pas pareil. Entonces, muy importante de no olvidarse en la fitoaromaterapia que se hace una detoxicación hepatorrenal, pero la primera regla es que nunca se tiene que dar después de una cura de quimioterapia. Se tienen que respetar las vidas medias de los fármacos, y la regla número 2 es que sí se tienen que recomendar antes de una cura de quimioterapia. Alors, je vais vous montrer un peu la physiologie, la physiopathologie de la détoxication des xénobiotiques. Les xénobiotiques, c'est pareil, hein, c'est les substances étrangères. Donc vous avez le xénobiotique qui pénètre dans la cellule par des récepteurs spécifiques qui vont passer par des enzymes de phase 1 qui subissent une hydroxylation, qu'on appelle ici cytochrome. Et ensuite, les métabolites secondaires et intermédiaires sont soit conjugués, soit sulfatés, soit méthylés par des enzymes dites de phase 2. Et cette conjugaison permet de sortir par les fameuses pompes PGP, qu'on appelle les enzymes de phase 3, qui sont conjuguées soit par élimination biliaire, soit rénale. Bueno, entonces aquí tenemos las reglas de detoxificación de todos los xenobióticos, que se hacen en 3 fases. Una primera fase donde habrá una oxidación por el grupo de enzimas CYP, y después se hará en una segunda fase una conjugación, una sulfatación o metilación. Entonces después en la tercera fase se va a transportar el metabolito conjugado y se va a eliminar por vía biliar o por vía renal, con transportadores de mediano. Pour encore faire plus simple, parce que c'est jamais simple, c'est peut-être trop près. Ces enzymes de détoxication dites de phase 1 et de phase 2 dépendent de récepteurs nucléaires, d'une superfamille de récepteurs nucléaires qui s'appelle PXR, CAR et PXR, qui sont liés à l'acide rétinoïque, qui eux-mêmes dépendent des récepteurs glucocorticoïdes. Donc quand vous avez une inflammation chronique, mais je vais te donner les 3, c'est une introduction. Quand vous avez une inflammation, en général une inflammation chronique, une infection, ça va activer le récepteur nucléaire NF-κB qui va inhiber les récepteurs glucocorticoïdes. Et donc vous n'avez plus de contrôle des récepteurs nucléaires. Donc l'inflammation chronique diminue ces récepteurs, vous avez une augmentation de la toxicité des produits. A ver, entonces estos enzimas se transcriben de fase 1 y de fase 2, dependen de la familia de los receptores CAR y PXR, que a su vez dependen de los receptores de retinoides. Cuando hay una inflamación crónica o una infección, hay una activación de la vía del récepteur membranaire, si tu veux, de la transduction du signal dans le noyau, des cytokines pro-inflammatoires, avec une augmentation de la bilirubine. Entonces lo que ocurre es que la vía de NF-κB va a inhibir la transcripción de estos enzimas de detoxificación en fase 1 y en fase 2,
y entonces habrá una disminución de la transducción de señal de los genes que codifican por los enzimas de detoxificación, y habrá un aumento de los enzimas, de los genes que codifican para las citoquinas. Et lorsque ces récepteurs sont inhibés, il faut savoir que donc il va y avoir une hyperactivation de la phase 1 avec une exacerbation des métabolites intermédiaires qui deviennent toxiques, c'est-à-dire les métabolites intermédiaires de la chimiothérapie ou de la phytothérapie ou des vitamines ne vont pas être éliminés, ou en tout cas conjugués, méthylés, ou pour donner des métabolites non toxiques. En tout cas, il va y avoir des interactions à ce niveau-là. On va voir ça sur la diapositive. Voilà, comme ça, donc il y a une diminution de la détoxication hépatique, une diminution des métabolismes d'élimination de la bilirubine ou des acides biliaires, et surtout une perturbation des propriétés pharmacocinétiques des médicaments, avec une cholestase intrahépatique. En estas condiciones lo que ocurre es que hay un aumento de los enzimas en fase 1 que van a oxidar y activar muchos fármacos, aumentando su toxicidad. En cambio, no habrá una eliminación. Entonces nos vamos a encontrar que en casos de inflamación habrá un impacto en el metabolismo de los medicamentos, habrá una menor detoxificación enterohepática, una disminución del metabolismo y de la eliminación de la bilirrubina y de ácidos biliares, una perturbación de las propiedades farmacocinéticas de los medicamentos y una aparición de colestasis intrahepática. Alors dans les bilans biologiques, quand vous en demandez, il faut demander bien sûr le bilan hépatique classique. Ne pas oublier de demander la bilirubine totale lorsqu'on fait une détoxication, parce que vous pouvez avoir des enzymes hépatiques normales, dans les constantes normales, mais avec une élévation de la bilirubine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, une cholestase intrahépatique, avec un mauvais flux biliaire, donc vous aurez beaucoup plus de toxicité des médicaments. Entonces, cuando se tienen que prescribir los análisis de sangre, nunca hay que olvidar de pedir la bilirrubina total, ya que se pueden tener enzimas hepáticos completamente normales, pero acompañados de una colestasis que va a indicar una mayor toxicidad de los tratamientos. Donc vous avez en phytothérapie quelques plantes utiles pour éliminer les métabolites toxiques. À quel niveau agissent-elles? Donc vous avez par exemple l'artichaut qui induit un peu l'élimination des xénoestrogènes par les enzymes de phase 1, mais surtout agit au niveau des enzymes de phase 2. Le curcuma, on y reviendra, qui est un inhibiteur important de presque 90% des cytochromes de la pharmacocinétique, c'est-à-dire peut avoir des interactions avec la plupart des médicaments, mais il est inhibiteur de 2C9, 2C19, 2D6, 3, 4, tous les médicaments passent par ces enzymes. Entonces, mais surtout, il augmente les enzymes de phase 2, donc il élimine les métabolites toxiques intermédiaires. Entonces empezamos con la alcachofa, algunas plantas que se utilizan en la eliminación de los metabolitos tóxicos. La primera es la alcachofa, que aumenta la eliminación de xenoestrógenos esteroides, sobre todo induce enzimas de fase 1, pero sobre todo de fase 2, la cúrcuma, que es un inhibidor de estos enzimas del grupo de oxidantes 2C9, 2C19, que están implicados en la detoxificación de casi todos los medicamentos, estos citocromos, casi al 90%, y por otro lado aumenta los enzimas de fase 2. Entonces interacciona evidentemente con los medicamentos, sobre todo actúa a nivel de estos... Bon, il y a d'autres plantes. On a vu le desmodium. Le desmodium intervient forcément contre la cytolyse hépatique, c'est-à-dire protège de l'inflammation du tissu hépatique, n'est pas inducteur enzymatique, donc il n'y a pas de problème éventuellement de donner que du desmodium après une chimiothérapie, avant de donner d'autres métabolites. La fumetaire, on dit qu'elle est inducteur du 2D6, mais ça c'est les expériences animales, ça n'a pas été prouvé chez l'homme. L'intérêt de la fumetaire, c'est qu'au niveau hépatique, elle ouvre le sphincter d'Oddi, donc s'il y a un risque de calcul biliaire,
il n'y a pas de risque de boucher le sphincter d'Oddi. Entonces el desmodium es un inhibidor ligero de enzimas de fase 1 pero no de fase 2, protege sobre todo de la citólisis hepática y es ok de darlo durante la cura de quimioterapia, sobre todo para proteger. La fumaria se ha mostrado que es en el ratón inductora del 2D6, pero no se ha demostrado el nombre y sobre todo abre el esfínter de Oddi en caso de cálculos biliares. Es interesante de darla para evitar una obstrucción de las vías biliares. La Fumter est intéressante notamment dans la détoxication des xénobiotiques estrogéniques, que ce soit la pilule classiquement, mais les traitements hormonaux substitutifs ou le tamoxifène, enfin les xénoestrogènes, on appelle ça. Entonces la fumaria es particularmente interesante en la detoxificación de los xenoestrógenos sin alterar su función, sobre todo, por ejemplo, los xenobióticos de las píldoras, de los tratamientos hormonales sustitutivos, y no altera su función. Bon, vous avez le chardon-marie, c'est connu, hein, Carduus marianus, qui est un inhibiteur des enzymes de phase 1 et un stimulant, un inducteur des enzymes de phase 2, très important en dehors de ses effets sur le cholestérol, et surtout le radis noir qui est le plus important de la détoxication hépatique, notamment sur la quinone réductase, pareil sur les xénoestrogènes, et sur la thyroïdoxine réductase, c'est vraiment le plus antioxydant au niveau de, ça fait partie des brassicacées, comme le brocoli, très riche en sulforaphane, donc tous les radicaux soufrés sont excellents pour la détoxication hépatique. Entonces el cardo mariano, que es un inhibidor de los enzimas de fase 1 y un inductor de los enzimas de fase 2, se usa particularmente para bajar el colesterol, y el rábano negro, que es el más antioxidante, es una brasicácea, se usa para detoxificar los xenobióticos y tiene una actividad sobre la quinona reductasa, y la tirodoxina tiene unos radicales azufrados, el sulforafano, que son excelentes para, como antioxidantes. Botanica Raphanus niger. Il y en a, vous voulez de la phytothérapie, il y a de la phytothérapie, mais dans les temps, il y en aura pour tous les goûts. Mais je ne vais pas tout commenter, vous pouvez la voir. Consuelo vous pourra donner les tableaux. Vraiment les tableaux remarquables, vous aurez le temps de les regarder à la casa, pour bien décomposer tout ça. Vous pouvez noter, il y a beaucoup de chiffres, je donnerai les tableaux à Consuelo pour que vous puissiez écouter, pour revoir plusieurs fois. Ça c'est 10 ans de recherche, donc vous ne pouvez pas tout intégrer en 1 heure. Mais vous l'aurez, ça. Si ça vous intéresse, vous l'aurez, d'accord ? Non, c'est pour vous dire simplement que ça peut agir sur les médiateurs de l'inflammation, les plantes, à quel niveau ça agit, sur que ce soit une diminution des cytokines pro-inflammatoires ou d'une augmentation, d'une induction, sur les productions particulières d'interférons ou dans l'atopie ou dans l'histamine ou des anticorps. On ne va pas faire chaque tableau, vous l'aurez celui-là, d'accord ? Mais c'est important de connaître à quel niveau immunologiques agissent les plantes. Ce n'est pas des recettes, l'intérêt c'est de faire des préparations magistrales de plantes qui agissent sur certains effecteurs de l'immunité, et notamment quand il y a une inflammation. Entonces aquí hay fitoterapia para todos los gustos, unas tablas para observación que han estado elaboradas a partir de 10 años de investigación sobre el efecto de diferentes plantas sobre los mediadores de inflamación. Estas tablas, cuando Alan me las pasará, ya os las haré llegar. Es para mirarlas con tranquilidad y con cuidado. Es como actúan diferentes plantas sobre las citoquinas, el interferón, por ejemplo, y sobre todo el objetivo es para realizar preparaciones magistrales que tengan ciertos efectos particulares sobre los efectores de la inflamación. Ce qui est important de connaître, c'est l'interaction entre les médicaments et les enzymes, ce qu'on appelle les cytochromes. Parce que vous avez les inducteurs enzymatiques,
que ce soit médicaments ou plantes, vont augmenter les métabolites intermédiaires et diminuer la demi-vie plasmatique du médicament. Et donc, les inducteurs enzymatiques diminuent globalement l'efficacité du traitement. Donc, quand vous avez un inducteur du CYP3A4, par exemple, comme le millepertuis, vous n'allez pas donner du millepertuis avec la chimiothérapie, même si la personne est déprimée. Pourquoi? Parce que ça va diminuer l'efficacité de la chimiothérapie. Les inhibiteurs enzymatiques, au contraire, les inhibiteurs enzymatiques comme le curcuma qui inhibe pratiquement tous les enzymes de phase 1, augmentent la concentration plasmatique et tissulaire du médicament. Et il faut connaître ça, on sait que ça augmente la concentration tissulaire, donc ça augmente la toxicité potentielle du traitement. C'est pour ça qu'on ne le fait pas en même temps, on le fera avant ou à distance. Es importante conocer las interacciones entre los medicamentos y los citocromos, ya que los inductores enzimáticos van a aumentar la concentración de metabolitos intermediarios, van a disminuir la vida media plasmática del medicamento y por lo tanto van a disminuir la eficacia del tratamiento. Por ejemplo, el hipérico, que actúa sobre los CYP3 y 4, va a disminuir la eficacia de la quimioterapia, así que no lo daremos a un paciente deprimido. En cambio, los inhibidores enzimáticos